La journée avait commencé avec une tension sourde, presque imperceptible, comme si chaque personnage avançait dans une réalité légèrement décalée, prête à basculer à tout moment. Au commissariat, Didier se tenait face à Idriss avec une posture oscillant entre défi et incompréhension, incapable de saisir pleinement la gravité de ses actes. Les mots qu'on lui reprochait semblaient, à ses yeux, presque anodins, alors qu'ils portaient en réalité un poids judiciaire considérable. Idriss, méthodique et implacable, lui exposait les faits avec une précision froide, détaillant les conséquences légales de ses propos. Chaque phrase était pesée, chaque regard appuyé, comme pour forcer Didier à affronter une réalité qu'il refusait d'admettre. Pourtant, derrière ce discours rigoureux, une forme de lassitude transparaissait, celle d'un policier habitué à voir des individus nier l'évidence jusqu'au bout. Didier, quant à lui, se débattait dans un mélange de mauvaise foi et de peur mal dissimulée. Il tentait de minimiser, d'expliquer, de détourner l'attention, comme si la situation pouvait encore lui échapper. Mais au fond de lui, une inquiétude grandissait, insidieuse, alimentée par les mots d'Idriss évoquant une amende lourde et une peine de prison bien réelle. Pendant ce temps, au pavillon des Fleurs, l'atmosphère était radicalement différente, mais tout aussi chargée émotionnellement. William revenait sur sa rencontre avec Didier, décrivant à Blanche la tentative maladroite de ce dernier pour réparer ses erreurs. L'offre d'emploi, présentée comme un geste de réconciliation, sonnait faux, presque calculé, comme une tentative désespérée de se racheter à moindre coût. Blanche, attentive, analysait chaque détail avec lucidité. Elle connaissait trop bien les mécanismes de manipulation pour se laisser attendrir par de simples excuses. Pourtant, elle ressentait un certain soulagement en constatant que William n'avait pas cédé. Ce refus représentait bien plus qu'une décision personnelle, c'était une affirmation de dignité, un refus de se laisser enfermer dans un rapport de domination. William, lui, restait marqué par l'épisode. Même s'il avait gardé le contrôle, quelque chose s'était fissuré en lui. Les mots de Didier avaient laissé une trace, invisible mais persistante, comme une ombre difficile à dissiper. Et malgré son calme apparent, il savait que cette affaire ne s'arrêterait pas là. Au Mistral, une autre inquiétude prenait forme, plus intime, plus silencieuse. Léa, concentrée sur son travail, mentionna presque distraitement à Jawad l'absence d'Ariane à un rendez-vous pourtant essentiel. Mais cette simple information agit comme un déclencheur immédiat chez lui. Il se figea, le regard assombri par une inquiétude soudaine. Pour Jawad, Ariane n'était pas du genre à oublier. Encore moins lorsqu'il s'agissait de leur enfant. Cette absence, aussi banale qu'elle puisse paraître, réveillait en lui une angoisse difficile à contenir. Il tenta de rationaliser, de se convaincre qu'il s'agissait d'un simple contretemps, mais une petite voix persistait à lui murmurer que quelque chose n'allait pas. Sans attendre davantage, il décida de rentrer chez lui. Le trajet lui sembla interminable, chaque seconde alourdie par l'imagination qui s'emballait. Il envisageait tous les scénarios possibles, des plus anodins aux plus inquiétants, incapable de trouver un équilibre entre logique et émotion. Lorsqu'il franchit enfin la porte, la scène qu'il découvrit le déstabilisa. Ariane était là, avec leur bébé, comme si de rien n'était. L'air calme, presque détaché. Pourtant, quelque chose clochait. Ce n'était pas l'absence de danger qui le troubla, mais la manière dont elle semblait déconnectée de la réalité. Ariane expliqua simplement qu'elle était sortie se promener. Mais en évoquant le rendez-vous manqué, son visage se transforma. Une panique soudaine, brutale, s'empara d'elle, comme si cette erreur révélait une faille bien plus profonde. Elle parla de jugement, de peur d'être perçue comme une mauvaise mère, laissant entrevoir une fragilité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Jawad, désemparé, tenta de la rassurer. Il chercha les mots justes, ceux qui pourraient apaiser cette angoisse naissante. Mais au fond de lui, un malaise s'installait. Il ne reconnaissait plus la femme qu'il aimait. Cette Ariane-là lui semblait étrangère, perdue dans un combat intérieur dont il ne comprenait pas encore les règles. Lorsqu'elle avoua s'être endormie au parc, laissant le bébé sans surveillance, le temps sembla se suspendre. Ce n'était pas seulement une erreur, c'était un signal d'alarme. Un détail qui, mis bout à bout avec le reste, dessinait une réalité inquiétante. Jawad sentit une peur sourde monter en lui, une peur qu'il tenta immédiatement de contenir. Il préféra s'accrocher à l'espoir. À l'idée que tout cela n'était que temporaire, lié à la fatigue, aux nuits écourtées, aux bouleversements récents. Il lui promit que les choses s'arrangeraient, que le temps ferait son œuvre. Mais en prononçant ces mots, il n'était pas totalement convaincu. Plus tard, de retour au Mistral, il confia ses doutes à Aya. Face à sa sœur, il ne chercha pas à masquer son inquiétude. Les mots sortirent presque malgré lui, traduisant un sentiment qu'il n'arrivait plus à contenir, il ne reconnaissait plus Ariane.
Cette phrase, lourde de sens, marquait un tournant dans sa perception de la situation. Aya, attentive, écouta sans interrompre. Elle observa son frère avec une lucidité calme, puis formula une hypothèse qui fit l'effet d'un électrochoc, une dépression postpartum. Ce terme, posé avec douceur, donnait soudain un cadre à ce qui semblait jusque-là chaotique. Mais il apportait aussi une nouvelle forme d'angoisse. Car reconnaître le problème, c'était aussi admettre qu'il était réel. Et surtout, qu'il nécessitait une action. Jawad resta silencieux, absorbant l'information, mesurant progressivement l'ampleur de ce qu'il avait sous les yeux. Il comprenait désormais que l'inquiétude qu'il ressentait n'était pas exagérée. Avec Aya, il commença à envisager des solutions. Comment aider Ariane sans la brusquer? Comment lui faire accepter qu'elle avait besoin de soutien sans qu'elle ne se sente jugée? Chaque question ouvrait une nouvelle incertitude, renforçant le sentiment d'impuissance qui s'installait en lui. Pendant ce temps, ailleurs, d'autres destins continuaient de se jouer, portés par une tension bien différente mais tout aussi intense. Dans le massif de la Sainte-Baume, Laura avançait avec détermination, portée par une urgence qui ne laissait aucune place au doute. Le danger n'était pas encore écarté, et chaque instant comptait. Le bruit sec du coup de feu résonna dans l'air, marquant un point de bascule. L'un des braconniers s'effondra, blessé à la jambe, mettant fin à une menace immédiate. Mais pour Laura, ce n'était qu'une étape. Son objectif restait ailleurs, concentré sur une seule idée, retrouver Nadia. Autour d'elle, Yolande et Barbara agissaient avec une efficacité tendue, attachant l'homme blessé tout en surveillant les environs. Leurs gestes étaient rapides, précis, mais leur regard trahissait une fatigue extrême. Elle savait que la situation pouvait encore dégénérer à tout moment. Laura, quant à elle, s'éloigna sans hésiter, guidée par une intuition presque instinctive. Chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle redoutait autant qu'elle espérait. Lorsqu'elle aperçut enfin Nadia, étendue au sol près de l'ulme, son cœur se serra brutalement. Mais avant même de pouvoir réagir, une silhouette surgit dans son champ de vision. Une présence inattendue, presque irréelle. Jennifer, vivante, debout, comme revenue d'entre les morts. Pendant une fraction de seconde, Laura eut l'impression que son esprit lui jouait un tour. Puis la réalité s'imposa, brutale, bouleversante. Jennifer avait survécu. Contre toute attente, contre toute logique. Cette apparition déclencha une vague d'émotions contradictoires, mêlant soulagement, incrédulité et fatigue accumulée. Quelques instants plus tard, Yolande et Barbara les rejoignirent. Et sans un mot, elles se serrèrent les unes contre les autres. Ce geste simple, presque instinctif, résumait tout ce qu'elles venaient de traverser. La peur, la lutte, la survie. Tout se condensait dans cette étreinte silencieuse. Mais ce moment de répit fut de courte durée. Au loin, le bruit caractéristique d'un hélicoptère se fit entendre, annonçant l'arrivée des secours. Une nouvelle phase commençait, marquée par l'intervention des forces de l'ordre. Et avec elle, de nouvelles questions allaient émerger, prêtes à bouleverser à nouveau leur fragile équilibre. Dans le même temps, l'arrivée de l'hélicoptère imposa un nouveau rythme à la situation. Le souffle des pales balayait la clairière, soulevant poussière et feuilles mortes, comme si la nature elle-même refusait de laisser partir celle qui venait de survivre. Pour Laura, ce moment aurait dû être synonyme de soulagement, mais une inquiétude persistante continuait de peser sur ses épaules. Lorsque les secours descendirent, accompagnés de policiers parmi lesquels Stanislas et Morgan, l'organisation se mit en place avec une précision presque mécanique. Chacune des randonneuses fut examinée, interrogée, sécurisée. Pourtant, malgré cette efficacité, une tension sourde subsistait, alimentée par l'absence d'une personne essentielle, Arthur. Laura, encore secouée par tout ce qu'elle venait de vivre, s'accrocha à une idée simple, presque vitale. Arthur devait être en sécurité, loin de cette forêt devenue hostile. Elle posa la question à sa sœur avec une urgence mal contenue, espérant une réponse qui viendrait calmer l'angoisse qui montait en elle. Mais la réponse qu'elle reçut eut l'effet inverse. Arthur n'était pas à Marseille. Cette simple phrase résonna comme un coup de tonnerre dans son esprit déjà fragilisé. Tout bascula en un instant. Le soulagement qu'elle avait commencé à ressentir s'effondra, remplacé par une peur brutale, presque paralysante. Sans hésiter, Laura prit une décision qui semblait aussi évidente qu'irraisonnée, elle devait retourner dans la forêt. Peu importait la fatigue, les blessures, les risques. Quelque chose en elle refusait de quitter les lieux tant qu'elle n'aurait pas retrouvé Arthur. C'était une certitude viscérale, impossible à ignorer. Morgan, percevant immédiatement la gravité de la situation, choisit de l'accompagner. Entre elles, aucun long discours ne fut nécessaire. Un simple regard suffit à sceller leur décision. Pourtant, derrière cette solidarité, une inquiétude grandissait.
car retourner dans cette forêt, c'était aussi replonger dans l'inconnu. Stanislas, témoin de leur départ précipité, tenta de les retenir. Il connaissait les dangers du terrain, les zones encore non sécurisées, les risques persistants. Mais face à la détermination de Laura, ses arguments semblaient vains. Il les regarda s'éloigner, conscient qu'ils ne pouvaient que subir leur choix. La forêt, désormais plongée dans une atmosphère plus lourde encore, semblait avoir changé de visage. Ce qui avait été un lieu de survie devenait un labyrinthe menaçant, chaque bruit amplifié par la fatigue et la tension. Laura avançait rapidement, guidée par une intuition mêlée d'angoisse, refusant de céder à la peur. Morgane, plus pragmatique, tentait de garder une certaine lucidité. Elle analysait les traces, observait les alentours, cherchant le moindre indice qui pourrait les orienter. Mais malgré ses efforts, le doute s'insinuait peu à peu. Et si Arthur avait fui? Et s'il avait volontairement disparu pour échapper à la justice? Cette hypothèse, qu'elle formula à voix basse, heurta immédiatement Laura. Pour elle, cette idée était inconcevable. Arthur n'était pas comme Nadia. Il ne fuirait pas, il ne les abandonnerait pas. Cette certitude, presque obstinée, était tout ce qui lui restait pour avancer. Pourtant, au fil des heures, la fatigue commença à peser sur leur corps. Chaque pas devenait plus difficile, chaque respiration plus lourde. La forêt semblait s'étendre à l'infini, refusant de livrer son secret. Et malgré leur détermination, le doute gagnait du terrain. Pendant ce temps, à Marseille, les conséquences des événements récents continuaient de se faire sentir. Barbara, de retour en ville, semblait encore prisonnière de ce qu'elle avait vécu. Son corps était là, mais son esprit restait suspendu dans cet instant où elle avait cru mourir. Face à Louis, elle ne tenta pas de masquer sa fragilité. Les mots sortirent avec difficulté, chargés d'une émotion brute. Elle parla de la peur, de la sensation de basculer dans le vide, de cette certitude glaçante que tout pouvait s'arrêter en une fraction de seconde. Ce qu'elle exprimait allait bien au-delà d'un simple récit. Louis, touché par cette confession, comprit immédiatement ce dont elle avait besoin. Ce n'était pas seulement du réconfort, mais une possibilité de retrouver un lien, une ancre dans sa réalité. Et pour Barbara, cette ancre avait un nom, son fils. L'idée de revoir Yaël devint alors une nécessité presque urgente. Un besoin vital de se reconnecter à ce qui comptait vraiment. Mais la réalité la rattrapa rapidement. L'affaire en cours l'empêchait de quitter Marseille, la maintenant dans une position frustrante, entre devoirs et besoins personnels. C'est alors que Louis proposa une solution. Il se porta volontaire pour aller chercher l'enfant en Bretagne. Ce geste, simple en apparence, portait en réalité une signification plus profonde. C'était une manière de la soutenir, de lui offrir un peu de répit dans une situation qu'elle ne maîtrisait plus. Barbara accepta, sans vraiment réfléchir. Elle n'avait plus l'énergie de remettre en question ce qui pouvait lui apporter un peu de soulagement. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistait. Tout semblait fragile, instable, comme si chaque tentative de retrouver un équilibre pouvait être remise en cause à tout moment. Dans la forêt, Laura et Morgane continuaient leur progression, malgré l'épuisement qui s'installait. Le silence autour d'elles devenait oppressant, chaque bruit suspect, chaque ombre menaçante. Le temps semblait s'étirer, rendant l'attente encore plus insupportable. Puis, après ce qui leur sembla une éternité, quelque chose changea. Un détail presque imperceptible attira leur attention. Une trace, un signe, un espoir. Elles s'arrêtèrent, échangeant un regard chargé d'une tension nouvelle. Peut-être qu'elles approchaient enfin de la vérité. Guidées par cet instinct retrouvé, elles accélérèrent le pas, oubliant pour un instant la fatigue. Chaque mètre parcouru les rapprochait d'une réponse qu'elles redoutaient autant qu'elles espéraient. Leur cœur battait à l'unisson, rythmé par cette quête devenue obsessionnelle. Et finalement, elles le trouvèrent. Arthur était là, étendu au sol, immobile. L'image les frappa de plein fouet, suspendant le temps dans une fraction de seconde insoutenable. Laura se précipita vers lui, ses gestes devenant brusques, presque désordonnés sous l'effet de la panique. Elle chercha un signe de vie, un mouvement, une réaction. Lorsqu'elle sentit enfin son pouls, faible mais présent, un mélange de soulagement et de terreur l'envahit. Il était vivant, mais à peine, et cette réalité ouvrait une nouvelle question, encore plus angoissante que les précédentes. Allait-il survivre? À ce moment-là, tout sembla se figer autour de Laura. Le monde, la forêt, le vent même, semblaient suspendus à cette respiration fragile qu'elle tentait de capter chez Arthur. Ses doigts tremblaient légèrement contre sa peau, comme si le simple contact pouvait suffire à le retenir dans ce monde qui semblait déjà lui échapper. Morgane, plus lucide malgré l'émotion, tenta de reprendre le contrôle de la situation. Elle s'agenouilla à son tour, observant attentivement l'état d'Arthur,
évaluant chaque détail avec une rigueur presque clinique. Le pouls était faible, irrégulier, signe que le corps luttait encore, mais à un fil près. Laura, elle, refusait d'accepter la gravité de ce qu'elle voyait. Dans son esprit, Arthur n'était pas censé être là, étendu, vulnérable, entre la vie et la mort. Il devait être debout, en train de lui parler, de la rassurer. Cette dissonance rendait la scène presque irréelle. Dans le même temps, une peur plus profonde s'insinuait en elle. Et si elle arrivait trop tard? Cette pensée, brutale, s'imposa sans prévenir, déclenchant une vague de panique qu'elle tenta immédiatement de contenir. Elle n'avait pas le droit de céder maintenant. Morgan lui demanda de rester concentrée, de respirer, de ne pas perdre pied. Elle sortit son téléphone, cherchant du réseau, appelant les secours avec une urgence maîtrisée. Chaque seconde comptait, et pourtant, le temps semblait s'étirer, refusant de suivre le rythme de leur détresse. Autour d'elle, la forêt restait silencieuse, indifférente à leur combat. Cette indifférence rendait la situation encore plus oppressante, comme si elles étaient seules face à une réalité qui les dépassait. Laura tenait la main d'Arthur, comme pour lui transmettre une force qu'elle ne possédait plus vraiment. Elle lui parlait, sans savoir s'il pouvait l'entendre. Les mots sortaient sans filtre, mélange de supplications et de promesses. Elle évoquait leur histoire, les moments partagés, tout ce qui faisait de lui quelqu'un d'irremplaçable. C'était une tentative désespérée de le ramener à elle. Morgan, en parallèle, organisait les choses avec une précision froide. Elle indiquait leur position, donnait des détails sur l'état d'Arthur, anticipait les gestes à venir. Cette dualité entre l'émotion de Laura et la maîtrise de Morgan créait un équilibre fragile, mais nécessaire. Puis, une attente insupportable commença. Celle où rien ne se passe, où chaque seconde devient une épreuve. Laura fixait le visage d'Arthur, cherchant le moindre signe, la moindre réaction. Un mouvement, un souffle plus marqué, n'importe quoi qui pourrait lui donner un espoir tangible. Mais le corps d'Arthur restait inerte, comme figé dans un état entre deux mondes. Ce silence physique était presque plus violent que n'importe quelle scène de chaos. Il n'y avait rien à combattre, rien à repousser, juste à attendre. Pendant ce temps, à Marseille, l'inquiétude de Jawad continuait de grandir. Après sa discussion avec Aya, il ne pouvait plus ignorer ce qu'il voyait. Le comportement d'Ariane prenait désormais une autre dimension, plus inquiétante, plus concrète. Il repensait à chaque détail, chaque geste, chaque parole récente. Tout semblait soudain s'assembler, former un tableau qu'il refusait jusque-là de regarder en face. L'idée d'une dépression postpartum n'était plus une simple hypothèse, mais une possibilité réelle. Cette prise de conscience le déstabilisa profondément. Il ne savait pas comment agir, ni même s'il devait intervenir directement. Ariane était forte, indépendante, habituée à gérer seule ses problèmes. Mais cette fois, la situation lui échappait. Dans leur appartement, Ariane, de son côté, semblait enfermée dans une bulle invisible. Elle regardait son enfant avec un mélange d'amour et d'angoisse, comme si chaque instant était une épreuve. Le moindre détail devenait une source d'inquiétude, amplifiée par une fatigue écrasante. Elle repensait sans cesse à ce moment au parc. Cette seconde où elle avait fermé les yeux, où tout avait basculé. Même si rien de grave ne s'était produit, la culpabilité la rongeait. Elle se voyait déjà jugée, critiquée, condamnée par le regard des autres. Ce sentiment d'échec s'installait progressivement, insidieusement. Elle ne se reconnaissait plus elle-même, perdue entre ce qu'elle était et ce qu'elle pensait devoir être. Cette lutte intérieure la vidait peu à peu de son énergie. Jawad, en l'observant, ressentait une impuissance croissante. Il voulait l'aider, mais ne savait pas comment s'y prendre sans risquer de la braquer. Chaque mot pouvait être mal interprété, chaque geste mal compris. Il tenta une approche douce, presque hésitante. Il parla de fatigue, de besoin de repos, cherchant à ouvrir un dialogue sans évoquer directement le problème. Mais Ariane restait sur la défensive, comme si elle percevait une menace derrière chaque phrase. Ce décalage entre eux devenait de plus en plus visible. Là où il cherchait à comprendre, elle voyait un jugement. Là où il voulait rassurer, elle ressentait une pression. Et ce malentendu alimentait encore davantage leur distance. Dans le même temps, Aya réfléchissait de son côté à une solution. Elle connaissait son frère, savait qu'il avait besoin d'agir pour se sentir utile. Mais elle savait aussi que la situation nécessitait une approche délicate, presque stratégique. Elle envisagea plusieurs options, pesant le pour et le contre de chacune. Faire appel à un professionnel? Parler à Léa? Intervenir directement auprès d'Ariane? Chaque possibilité comportait ses risques, ses incertitudes. Pendant ce temps, Barbara, seule chez elle, tentait de retrouver un semblant de normalité.
Mais chaque silence, chaque instant de calme, la ramenait à ce qu'elle avait vécu. La peur, brute, revenait par vagues, imprévisible. Elle regardait son téléphone, attendant des nouvelles de Louis, de son fils, de quelque chose qui pourrait l'ancrer dans le présent. Mais l'attente elle-même devenait une épreuve, accentuant son sentiment de vulnérabilité. Dans la forêt, enfin, le bruit lointain d'un hélicoptère se fit entendre. Un son qui, cette fois, portait une promesse réelle. Morgan releva la tête, cherchant à localiser la source, tandis que Laura serrait un peu plus fort la main d'Arthur. L'espoir revenait, fragile, suspendu à ce bruit mécanique qui se rapprochait lentement. Mais malgré cette lueur, une question persistait, silencieuse et implacable. Arthur tiendrait-il jusqu'à l'arrivée des secours? Pendant ce temps, le bruit de l'hélicoptère devint de plus en plus présent, imposant une tension nouvelle dans l'air déjà chargé d'angoisse. Laura leva les yeux vers le ciel, tentant de localiser l'appareil entre les branches épaisses qui filtraient la lumière. Chaque seconde semblait désormais suspendue à cette arrivée salvatrice. Morgan, concentré, tenta de guider les secours à distance, décrivant leur position avec une précision presque obsessionnelle. Elle savait que la moindre erreur pouvait coûter un temps précieux, et dans l'état d'Arthur, ce temps était une ressource qu'elle n'avait plus. Au sol, Arthur restait immobile, son corps comme vidé de toute énergie. Laura observait chaque mouvement imperceptible de sa poitrine, chaque souffle irrégulier, comme si elle pouvait anticiper le moment où tout basculerait. Cette vigilance constante l'épuisait, mais elle refusait de détourner le regard. Elle continuait de lui parler, d'une voix plus calme désormais, presque apaisante. Elle cherchait à créer un lien, à maintenir une présence, comme si ces mots pouvaient servir d'ancrage entre la vie et l'inconscience. Chaque phrase était une tentative de le retenir. Lorsque l'hélicoptère apparut enfin dans leur champ de vision, une vague de soulagement traversa Laura, immédiatement suivie d'une peur encore plus grande. Car l'arrivée des secours signifiait aussi que la situation était critique, qu'il n'y avait plus de place pour l'illusion. Les secouristes descendirent rapidement, prenant le relais avec une efficacité impressionnante. Les gestes étaient précis, rapides, presque mécaniques, contrastant avec l'émotion brute de Laura. Ils évaluèrent l'état d'Arthur en quelques secondes, échangeant des regards lourds de sens. Morgan observa la scène avec une tension contenue, cherchant à lire dans leurs expressions une réponse qu'aucun mot ne venait formuler. Elle comprit immédiatement que la situation était grave, bien plus qu'elle ne l'avait espéré. Laura, elle, restait figée, incapable de s'éloigner. Lorsqu'un secouriste tenta de la faire reculer pour intervenir, elle hésita, comme si se détacher de lui revenait à l'abandonner. Finalement, elle céda, mais son regard ne quitta jamais Arthur. Le corps d'Arthur fut stabilisé, placé sur un brancard, entouré de gestes précis et urgents. Chaque action semblait millimétrée, comme une chorégraphie destinée à lutter contre l'invisible. Mais malgré cette maîtrise, une incertitude persistait. Lorsque l'hélicoptère redécolla, emportant Arthur avec lui, Laura ressentit un vide brutal. Le bruit des pales s'éloignait, laissant derrière lui un silence presque irréel. Tout s'était passé si vite, et pourtant, l'attente commençait à peine. Morgan posa une main sur son épaule, un geste simple mais essentiel. Elle savait que le plus difficile commençait maintenant, attendre des nouvelles, sans pouvoir agir, sans pouvoir contrôler quoi que ce soit. Dans le même temps, à Marseille, Jawad se retrouvait face à une autre forme d'urgence, moins visible mais tout aussi préoccupante. Le comportement d'Ariane continuait de l'inquiéter, et chaque tentative de dialogue semblait se heurter à un mur invisible. Il observa ses gestes, ses silences, ses réactions disproportionnées. Tout semblait indiquer un mal-être profond, difficile à nommer mais impossible à ignorer. Il comprenait désormais que la situation ne pouvait pas être laissée au hasard. Pourtant, agir restait compliqué. Ariane refusait toute idée de faiblesse, toute remise en question. Elle voulait être forte, irréprochable, quitte à s'imposer une pression insoutenable. Et cette exigence la détruisait peu à peu. Jawad tenta une nouvelle approche, plus directe cette fois. Il évoqua son inquiétude, sans détour, cherchant à briser le silence qui s'installait entre eux. Mais ces mots furent accueillis avec une froideur inattendue. Ariane se referma immédiatement, interprétant cette inquiétude comme une critique. Elle se défendit, minimisa, détourna la conversation, comme si reconnaître le problème revenait à admettre un échec irréversible. Ce moment marqua une rupture. Pas une dispute ouverte, mais un glissement subtil, presque imperceptible, vers une incompréhension plus profonde. Jawad réalisa qu'il ne pourrait pas l'aider seul. Dans le même temps, Aya continuait de réfléchir, consciente que la situation nécessitait une intervention extérieure.
Elle envisagea de parler à Léa, dont la position de médecin pourrait apporter une légitimité à leurs inquiétudes. Mais elle hésitait, car impliquer une tierce personne pouvait être perçu comme une trahison. Et dans l'état d'Ariane, cela risquait d'aggraver les choses plutôt que de les améliorer. Pendant ce temps, Barbara tentait de reprendre pied, mais chaque tentative semblait fragile. Elle s'efforçait de se concentrer sur des gestes simples, quotidiens, comme pour reconstruire une routine. Mais son esprit restait ailleurs. L'image de la forêt, du danger, de la mort frôlée, revenait sans cesse, s'imposant malgré elle. Elle se sentait différente, changée, comme si quelque chose en elle s'était fissuré de manière irréversible. L'attente des nouvelles d'Arthur ajoutait une tension supplémentaire. Elle savait que son état était critique, et cette incertitude ravivait ses propres peurs. Elle comprenait désormais à quel point tout pouvait basculer rapidement. Dans ce contexte, le geste de Louis prenait une importance particulière. Aller chercher Yael n'était pas seulement une aide pratique, mais une manière de lui offrir un point de stabilité, un repère dans ce chaos. Barbara s'accrochait à cette idée, comme à une promesse. Revoir son fils représentait bien plus qu'un simple moment de tendresse. C'était une manière de se reconnecter à la vie, de retrouver un sens à ce qu'elle traversait. Dans la forêt, Laura et Morgan restaient immobiles, comme incapables de quitter les lieux. Le départ de l'hélicoptère avait laissé derrière lui une sensation d'inachevé, comme si une partie d'elle était partie avec Arthur. Le silence, désormais, n'était plus seulement oppressant. Il devenait pesant, presque tangible. Laura regardait autour d'elle, cherchant un point d'ancrage, quelque chose qui pourrait la ramener à la réalité. Mais la réalité, désormais, était ailleurs. Suspendue à un diagnostic, à une décision médicale, à un souffle qui pouvait s'arrêter à tout moment. Et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Laura se sentit véritablement impuissante. Dans le même temps, l'attente commença à s'étirer comme une épreuve invisible, pesant sur chacun avec une intensité différente mais tout aussi écrasante. Laura, revenue à Marseille aux côtés de Morgan, avait l'impression d'avoir laissé une partie d'elle-même dans cette forêt, accrochée à cet instant où Arthur respirait encore entre ses mains. À l'hôpital, l'atmosphère était froide, presque irréelle. Les murs blancs, les lumières trop vives, tout contrastait avec la violence de ce qu'elle ressentait intérieurement. Elle restait immobile, incapable de s'asseoir, comme si le simple fait de se détendre pouvait être perçu comme une trahison envers Arthur. Morgan, plus posée en apparence, tentait de maintenir une forme de rationalité. Elle observait les allées et venues du personnel médical, cherchant à capter le moindre indice, le moindre signe qui pourrait annoncer une évolution. Mais même elle ne pouvait ignorer la tension qui s'installait. Les minutes semblaient devenir des heures. Chaque ouverture de porte provoquait une montée d'adrénaline, immédiatement suivie d'une déception silencieuse lorsque ce n'était pas un médecin. Cette attente, faite d'espoirs avortés et de silence pesant, devenait presque insupportable. Laura repensait sans cesse au moment où elle l'avait trouvé. Cette image revenait en boucle, comme un souvenir impossible à effacer. Elle se demandait si elle avait agi assez vite, si elle aurait pu faire plus, si chaque seconde perdue n'avait pas eu des conséquences irréversibles. Ce sentiment de culpabilité s'installait progressivement, insidieusement, transformant l'inquiétude en un poids plus profond encore. Elle cherchait une explication, une cause, quelque chose à quoi se raccrocher. Mais il n'y avait que l'incertitude. Pendant ce temps, Jawad vivait une autre forme d'attente, plus diffuse mais tout aussi éprouvante. Il observait Ariane évoluer dans un quotidien qui semblait lui échapper peu à peu. Chaque geste, chaque réaction, devenait un signe à interpréter. Il la voyait se débattre avec elle-même, lutter contre une fatigue qu'elle refusait d'admettre, porter un poids qu'elle n'arrivait plus à contenir. Mais malgré cette évidence, il se sentait incapable d'intervenir efficacement. Il tenta une nouvelle fois d'aborder le sujet, avec une douceur calculée, cherchant à ne pas brusquer. Il parla de soutien, d'aide, de la possibilité de ne pas être seul face à tout cela. Mais ces mots semblaient glisser sur Ariane sans réellement l'atteindre. Ariane, enfermée dans sa propre perception, interprétait chaque tentative comme une remise en question. Elle se sentait observée, jugée, analysée. Et cette sensation renforçait encore son besoin de se protéger, de se refermer. Dans son esprit, la peur de ne pas être à la hauteur prenait toute la place. Elle revivait sans cesse cet instant au parc, comme une preuve irréfutable de son échec. Peu importait que rien de grave ne se soit produit, pour elle, le mal était fait. Cette spirale de pensées négatives la tirait vers le bas, l'éloignant progressivement de ceux qui cherchaient à l'aider. Et plus elle s'isolait, plus Jawad se sentait impuissant, coincé entre l'envie d'agir et la peur de mal faire. Aya, de son côté, commençait à comprendre que le temps jouait contre eux.
Elle savait que certaines situations nécessitaient une intervention rapide, avant que les choses ne s'aggravent. Mais elle mesurait aussi la fragilité d'Ariane. Elle décida finalement de prendre un risque mesuré. Elle envisagea de parler à Léa, non pas pour imposer une solution, mais pour obtenir un avis, une orientation. Elle voulait agir, mais de manière réfléchie, sans provoquer une rupture irréversible. Pendant ce temps, Barbara tentait de reconstruire un semblant d'équilibre, mais la réalité la rattrapait sans cesse. Chaque silence devenait un rappel de ce qu'elle avait vécu, chaque moment de calme une occasion pour ses pensées de dériver. Elle se surprenait à sursauter au moindre bruit, à vérifier son téléphone de manière compulsive, comme si une nouvelle pouvait tout changer. Cette hypervigilance, typique d'un choc récent, l'empêchait de retrouver une véritable sérénité. L'absence de son fils accentuait ce vide. Elle ressentait un besoin presque physique de le revoir, de le serrer dans ses bras, de se convaincre que la vie continuait malgré tout. L'idée que Louis soit en route lui apportait un mince réconfort. Mais même ce réconfort était fragile. Elle savait que rien ne pourrait effacer ce qu'elle avait vécu, que certaines images resteraient gravées en elle. Et cette prise de conscience la rendait à la fois plus lucide et plus vulnérable. À l'hôpital, enfin, un médecin apparut. Le temps sembla ralentir une nouvelle fois. Laura se redressa immédiatement, le regard fixé sur lui, comme si toute sa réalité dépendait de ce qu'il allait dire. Les mots qui suivirent furent prudents, mesurés, mais leur sens était clair. L'état d'Arthur était critique. Il avait été pris en charge à temps, mais son pronostic restait incertain. Les prochaines heures seraient décisives. Cette annonce provoqua un choc silencieux. Laura sentit ses jambes se dérober légèrement, comme si son corps refusait d'absorber l'information. Elle s'accrocha à ce qu'elle pouvait, le fait qu'il soit encore en vie. Morgan, à ses côtés, resta à droite, mais son regard trahissait la même inquiétude. Elle savait que ce genre de situation pouvait basculer à tout moment, dans un sens comme dans l'autre. Et dans ce moment suspendu, une seule certitude s'imposait à toutes, rien n'était encore joué. Mais tout pouvait encore se perdre. À ce moment-là, tout sembla entrer dans une phase plus silencieuse, mais infiniment plus lourde. L'annonce du médecin continuait de résonner dans l'esprit de Laura, comme une phrase inachevée dont elle refusait d'accepter la conclusion. Arthur était en vie, mais suspendu à une frontière fragile, et cette incertitude devenait presque plus difficile à supporter que n'importe quelle certitude. Elle s'assit enfin, lentement, comme si son corps cédait après des heures de tension continue. Ses mains restaient crispées, ses pensées dispersées, incapables de se fixer sur une seule idée. Elle oscillait entre espoir et peur, refusant de basculer complètement dans l'un ou l'autre. Morgan, toujours présente à ses côtés, gardait une posture plus stable, mais intérieurement, elle n'était pas moins touchée. Elle savait que dans ce genre de situation, le moindre détail pouvait faire basculer l'issue. Et cette conscience rendait chaque seconde encore plus pesante. Dans le même temps, la vie continuait ailleurs, avec une normalité presque provocante face à ce drame suspendu. Au Mistral, Jawad observait Ariane avec une attention constante, presque anxieuse. Chaque geste de la jeune femme semblait désormais chargé d'un sens nouveau. Ariane, quant à elle, avançait comme dans un brouillard. Elle accomplissait les gestes du quotidien avec une mécanique étrange, comme si elle fonctionnait en pilote automatique. Mais derrière cette apparence, son esprit était envahi par un tumulte incessant. Elle repensait à tout, sans ordre, sans logique. Les nuits sans sommeil, les responsabilités, les attentes. Et surtout, cette peur sourde de ne pas être à la hauteur, qui s'imposait à elle comme une vérité absolue. Jawad tenta encore une fois de s'approcher, de créer un lien, un espace où elle pourrait se déposer. Mais chaque tentative semblait renforcer la distance entre eux. Ce n'était plus seulement une incompréhension, mais une véritable fracture qui commençait à se dessiner. Aya, consciente de cette dérive, prit finalement une décision. Elle parla à Léa, non pas pour trahir Ariane, mais pour trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Elle expliqua la situation avec prudence, cherchant des mots qui ne trahiraient pas la confiance de son frère. Léa, en tant que médecin, comprit immédiatement la gravité de ce qu'on lui décrivait. Elle ne posa pas de diagnostic hâtif, mais elle confirma qu'il s'agissait d'un terrain fragile, qui nécessitait une attention particulière. Elle proposa d'intervenir avec délicatesse, sans brusquer Ariane. Cette décision marquait un tournant, car pour la première fois, Jawad n'était plus seul face à cette situation. Une aide extérieure, professionnelle, venait s'ajouter à leur tentative de compréhension. Mais restait à savoir si Ariane accepterait cette main tendue. Pendant ce temps, Barbara reçut enfin un message de Louis. Il était en route avec Yael. Cette simple information provoqua en elle une émotion intense, presque incontrôlable.
Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, comme si cette nouvelle ouvrait une brèche dans la tension accumulée. Elle réalisa à quel point elle avait besoin de ce moment, de ce retour à l'essentiel, de cette preuve que, malgré tout, la vie continuait, que quelque chose de stable existait encore dans son monde bouleversé. Mais en parallèle, une autre pensée persistait, celle d'Arthur, celle de cette fragilité qu'elle avait vue de si près. Et cette double émotion, entre soulagement et inquiétude, la laissait dans un état suspendu. À l'hôpital, l'attente continuait. Les heures passaient, lentes, presque irréelles. Laura ne quittait pas les lieux, incapable de s'éloigner. Chaque porte qui s'ouvrait faisait battre son cœur plus vite, chaque silence devenait une menace. Puis, enfin, un nouveau mouvement. Le médecin revint. Le regard de Laura se fixa immédiatement sur lui, cherchant à deviner la réponse avant même qu'elle ne soit prononcée. Mais cette fois, quelque chose était différent. Pas forcément rassurant, mais moins fermé. Les mots furent prudents, encore une fois. Arthur avait été stabilisé. Son état restait critique, mais il avait passé une première étape. Une étape fragile, mais essentielle. Rien n'était gagné, mais tout n'était plus perdu. Cette annonce provoqua une réaction inattendue chez Laura. Elle ne pleura pas immédiatement. Elle resta immobile, comme si son corps avait besoin de temps pour comprendre. Puis, lentement, une respiration plus profonde s'imposa. Un espoir, fragile, incertain, mais réel. Morgane, à ses côtés, laissa échapper une tension qu'elle retenait depuis des heures. Ce n'était pas une victoire, mais c'était une ouverture, une possibilité, et dans ce contexte, cela suffisait à relancer l'énergie nécessaire pour continuer. Dans le même temps, à Marseille, Jawad regardait Ariane, conscient que leur combat à eux ne faisait que commencer. Il comprenait désormais que la situation ne se réglerait pas en un jour, ni même en quelques mots. Mais il avait fait un pas. Ils avaient fait un pas. Et ailleurs, dans un autre lieu, une autre lutte venait peut-être de basculer, laissant entrevoir une issue encore incertaine, mais possible. Car dans cette journée marquée par la peur, la culpabilité et la fragilité, une chose s'imposait doucement, même au bord du pire, il restait encore une chance de se relever.